Je suis extrêmement heureux de vous présenter ce soir un grand historien français, M. Gérard Inger, qui nous fait l'honneur de nous parler ce soir d'un homme politique français remarquable, peut-être un peu oublié, mais il est temps de le redécouvrir. C'était un des pères, on peut le dire, de l'Europe avant la lettre. Il est historien, comme je viens de le dire. Il a écrit 3 livres importants, évidemment celui sur Aristide Briand que je vous recommande, tout comme les 2 autres, un autre, une biographie sur Lamartine, et finalement, ça vient de paraître en fin 2011, un livre sur Gaston Defebvre. J'aimerais céder la parole à Monsieur l'ambassadeur, qui vous saluera aussi en tant qu'un des représentants de l'Institut Pierre Werner. On se souvient d'Aristide Briand essentiellement pour avoir été, entre les 2 guerres, un artisan inlassable, avec son compère allemand Stresemann, de la recherche d'une entente entre ces 2 pays qui venaient de se faire une guerre douloureuse. Aristide Briand, en 2 mots, qui est-ce? C'est d'abord quelqu'un d'origine modeste. Il est né en 1862 à Nantes, donc un breton, un celte, mais d'origine modeste. Sa mère était lingère au château de Pontpiétin aux alentours de Nantes, et son père, qui était fils de meunier, tenait un bistrot, un bar, comme on disait pas à l'époque, un cafeconce, comme on disait quelques années plus tard, un troquet, comme on disait déjà. Bref, des gens modestes, installés à Nantes et qui sont partis ensuite ouvrir un peu gland, donc cette fois un cafeconce véritablement, à Saint-Nazaire. Donc Briand a grandi dans ce milieu avec un frère qui est mort assez tôt noyé et une sœur. Il a fait des études convenables et il a été boursier parce que la famille était modeste. Le père ne voulait pas trop qu'il fasse des études trop longues, mais un maître au collège a décidé que Briand avait de réelles qualités intellectuelles et donc on l'a envoyé au lycée à Nantes, le lycée qui porte aujourd'hui son nom, Aristide Briand. Et c'est là qu'il fait des études tout à fait correctes, plutôt littéraires. Il est bon en lettres, en version latine, en histoire, en géographie, sensiblement moins en mathématiques. Mais il a une bonne culture générale. Je dis ça parce que on a souvent présenté dans la légende noire de Briand que l'extrême droite a fait circuler dans les années de l'entre-deux-guerres comme étant un paresseux inculte. Bon, c'est une aimable plaisanterie. Briand n'était ni paresseux, même s'il était nonchalant, et inculte certainement pas. Simplement, il faut bien voir que parmi le personnel de la Troisième République en France, il n'était pas au niveau culturel, au niveau d'études de certains autres. Après le lycée et après son baccalauréat, il a fait des études de droit. Il a eu sa licence, qui correspond aujourd'hui en France à la maîtrise, dont le bac plus 4, qui était à l'époque, donc il a terminé ses études de droit dans les années 80, 1880, qui était à l'époque quelque chose d'assez rare. Il ne faut pas oublier qu'en France, à cette époque-là, moins de 1% de la population avait le baccalauréat, et quand je dis moins de 1%, je parle uniquement de la population masculine, les femmes n'ayant pratiquement pas accès au baccalauréat, malgré les efforts de Camille Issé sous le Second Empire et au début de la Troisième République. Donc, un bon niveau d'études, mais ça n'est pas le même niveau que les grands hommes politiques qu'il sera amené à côtoyer. Il gagne sa vie très mal, en étant journaliste dans des journaux parisiens, car il est monté à Paris à la fin des années 80, dans des journaux de gauche ou de centre-gauche, où il tient des rubriques sur
sociale et syndicale, mais il mène plutôt une vie de bohème, couchant tantôt ici, tantôt là, sans domicile fixe pratiquement. Il faut dire qu'il a dû quitter Nantes et Saint-Nazaire pour une histoire d'adultère. Il s'était pris d'une belle nazérienne fortunée, mariée à un riche entrepreneur de travaux publics de Saint-Nazaire. Et puis, en 1891, Briand s'est fait prendre. Et donc, il a été traîné en procès pour adultère. Et à l'époque, on ne rigolait pas de ce genre de choses. Hein. C'était un procès pénal. Et donc, Briand, qui s'était inscrit comme avocat au tribunal de Saint-Nazaire, doit passer en justice, perd son procès en première instance et en appel, songe soit à se suicider, soit à partir à l'étranger. Il a toujours été attiré par la mer. Et finalement, la Cour de cassation casse l'arrêt, tout simplement parce qu'on s'est aperçu que les témoignages n'avaient aucun sens. Voir quelqu'un à 500-700 mètres dans les hautes herbes, à quelques encablures de Saint-Nazaire, les témoignages se sont révélés faux. Et donc, Briand est acquitté finalement et peut reprendre son métier d'avocat avec le président du tribunal qui lui déclare: maître, ce que vous avez fait, on l'a tous fait. Il lui déclare ça à l'oreille à la fin de la réunion du tribunal. Mais Briand avait été écœuré par Saint-Nazaire, sa ville d'enfance, et donc part à Paris. Il va se lier très vite d'amitié avec Jaurès, qui va apprécier son talent de manœuvrier, son talent son sens du compromis, ses capacités de dialogue, son talent oratoire aussi. Briand ne paye pas de mine, mais il avait une voix très chaude, une voix de violoncelle, dira-t-on. En tous les cas, une voix grave. On a des enregistrements de la voix de Briand à la fin de sa vie. On a des discours de Briand à partir des années 28, 29, 30. Et donc, on sent effectivement une voix assez grave, une voix chaude, qui porte et qui marque ses interlocuteurs. Physiquement, il ne paye pas de mine. Non seulement il est pauvre, mais il ne fait aucun effort pour s'arranger physiquement. Il est voûté, il est pas toujours très bien fagoté, il s'en faut beaucoup. La tignasse, blonde d'abord, brune ensuite, et qui finira par être blanche. Une clope au bec, c'était un grand fumeur, donc il ne paye pas de mine. Ça ne l'empêchera pas de connaître beaucoup de succès féminins. Alors est-ce que c'est à cause du regard bleu? Est-ce que c'est à cause des mains qui sont des mains très fines? Est-ce que c'est à cause de la voix? Est-ce que c'est l'ensemble? En tous les cas, il aura toute sa vie, il plaira toujours aux femmes, alors que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne paye pas de mine et que tout le monde le trouve mal fagoté, les caricaturistes en donneront à cœur joie. Donc Briand se lie d'amitié avec Jaurès et il va suivre Jaurès dans les péripéties politiques des années 1900. Jaurès est à la tête d'un parti socialiste différent de celui de Jules Guesde, un parti socialiste moins marqué par le marxisme, plus humaniste, plus ouvert sur en fait, la réalité de la société, et qui considère, contrairement à Jules Guesde, que le socialisme, ce n'est pas la rupture avec la République bourgeoise, c'est l'accomplissement de la République, c'est la continuation des idéaux de la Grande Révolution, et donc c'est une suite, un accomplissement, et pas une rupture. Donc là, une vision tout à fait différente, et Briand est complètement sur cette ligne. Ils vont combattre ensemble au moment de l'affaire Dreyfus et ils vont combattre ensemble pour obtenir une unification sur leurs idées de l'ensemble des mouvements socialistes. Il y a 4 tendances dans les mouvements socialistes de l'époque, celle de Guesde, celle de
Jaurès, celle de Brousse, qui est un possibiliste, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire quelqu'un qui veut le socialisme du possible et qui donc cherche d'abord à appliquer les théories socialistes au niveau des villes, des municipalités, avant d'espérer le grand soir. Et puis il y a la tendance de Benoît Alman, qui est un alémaniste, comme on disait aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu intermédiaire entre Jaurès et les possibilistes. Bon, tout ce beau monde va se réunir difficilement en un seul parti qui deviendra en 1905 la SFIO. Difficilement, il faudra les pressions de la social-démocratie allemande et des grands partis socialistes européens pour qu'on y parvienne. Globalement, cette unification se fera sur les théories de Julienne, mais Jaurès trouvera toute sa place et restera un des leaders de la SFIO jusqu'à sa mort, sinon la figure de proue même de la SFIO. J'ai parlé des échecs électoraux de Briand, très bien, mais en 1902, il réussit quand même à se faire élire. Alors, jusque-là, il avait été candidat en 88 à Saint-Nazaire, en 93-98 à Paris. En 1902, Jaurès et les socialistes l'envoient à Saint-Étienne, dans la Loire, et là, il est élu député. Et là, les choses vont changer. Ça va être quelqu'un, il a quand même en 1902, il est plus si jeune, il a 40 ans. Bon, là, il va avoir son indemnité de député, il va pouvoir vivre chichement, modestement, et il vivra toute sa vie modestement, le reste, mais quand même de manière décente. Et donc là, c'est une nouvelle page qui commence pour lui. Ils iront avec la femme qu'il a connue à Saint-Nazaire et à cause de qui il s'est retrouvé en difficulté. Mais au-delà de cette rupture, il va abandonner assez vite le journalisme et ne plus écrire. Il va d'ailleurs peu écrire ensuite. Et il va se consacrer, d'une part, à un rôle d'avocat pendant quelques années. Ce sera un avocat brillant qui défendra des antimilitaristes qui sont présents dans le Parti socialiste autour, comme Gustave Hervé, qui est un antimilitariste de premier ordre avant de devenir en 1914 un nationaliste obstiné. Et puis il va défendre des ouvriers sur qui on a tiré dans une manifestation et qui pour certains ont répliqué à la fusillade. Donc il va gagner à peu près tous ses procès d'ailleurs. Mais bon, c'est d'abord un homme politique. Ce qui l'intéresse, c'est d'abord la politique. Et en 1902, bon, il est donc élu député, il apprend très vite le béaba du métier. Et en 1903, on le met, c'est Jaurès qui lui conseille d'aller à la commission qui s'occupe de la séparation de l'Église et de l'État. Commission qui ronronne, où il ne se passe pas grand-chose, parce que séparation de l'Église et de l'État, c'est une vieille idée, mais qui remonte à la Révolution, mais qui n'est pas mise en place alors que la gauche est au pouvoir depuis les élections de 1902, et qu'avant elle l'était déjà par une coalition avec le centre qu'avait dirigé Valdec Rousseau au moment de l'affaire Dreyfus contre les menées de l'extrême droite, de la droite nationaliste et catholique. Et là, Briand va faire bouger les choses contre le président du Conseil de l'époque, qui était Émile Combes. Alors, ce que je dis peut paraître curieux, parce que c'est vrai qu'en France, on considère que le principal artisan de la séparation de l'Église et de l'État, c'est Combes. Non. Combes était un ancien séminariste, devenu, j'allais dire logiquement, presque très anticlérical, oui, indéniablement, mais son anticléricalisme l'amenait à vouloir contrôler l'Église. Donc il n'est pas du tout pour la séparation de l'Église et de l'État, il est pour une application stricte du Concordat. Il est pour empêcher les congrégations d'être représentées en France, et il les chasse toutes de France. Il
dirait, pour que le pape se mêle le moins possible de la nomination des évêques, et en tous les cas, il va avoir son mot à dire, ce qui lui vaut des conflits avec le Vatican, le pape ne souhaite pas que des chefs d'État étrangers viennent à Rome rendre visite au souverain italien. Bon, la République française est bien obligée de le faire, le pape proteste, mais on ne comprend pas très bien ce qu'il dit. Il faut dire que l'ambassadeur de France, monsieur l'ambassadeur, un beau prédécesseur qui s'appelait Nizar, l'ambassadeur de France auprès du Saint-Siège était complètement sourd, ce qui ne facilitait pas les choses quand le secrétaire d'État du Vatican lui expliquait la position du Saint-Siège. On relance la recherche d'une séparation entre l'Église et l'État. Et c'est Briand qui va être nommé rapporteur du projet de loi, qu'en fait il écrit lui-même, et qui dans l'atmosphère de l'époque se fait de manière compliquée. Briand est quelqu'un qui est anticlérical, comme tous les gens de gauche à l'époque, qui est au moins agnostique, sinon athée, même s'il a fait sa première communion. On a des photos touchantes de Briand avec l'habit blanc. Mais Briand est en même temps quelqu'un qui comprend la situation du pays. Il a vécu dans l'ouest de la France, il sait très bien que la religion, on ne va pas la faire disparaître d'une chiquenaude, et donc il tient compte de la susceptibilité des catholiques, ce qui n'est pas le cas de tous ses condisciples socialistes et des radicaux qui sont majoritaires à la Chambre. Donc il veut un projet de loi qu'il prépare lui-même avec 3 personnes, un juif, un catholique, un protestant, comme ça on couvre l'ensemble du champ. Il veut un texte qui libère l'État de la présence de l'Église et l'Église de la présence de l'État, mais il ne veut en rien, il cherche en rien la suppression de l'Église catholique ou empêcher l'Église de pouvoir fonctionner. Et Briand commence à être connu grâce à ça, à ce texte de loi. Il devient ministre en 1906, ministre de l'instruction publique et des cultes, ministre de la justice un peu plus tard, dans un gouvernement Clémenceau. Il fait des réformes sociales, pas négligeables, notamment en ministre de la Justice. Il permet aux ouvriers d'être membres des jurys. Avant lui, ce n'était pas possible. Il leur permet d'être membres non seulement en personnalité, mais en prévoyant que le contrat de travail n'est pas rompu si un salarié devient membre du jury par tirage au sort. Ce sera une des caractéristiques de Briand. Ils n'ont pas aimé la violence, ils n'ont pas aimé le sang. Clémenceau a fait couler le sang à plusieurs reprises contre les ouvriers en 1907 et 1908. C'est pas la voie que veut choisir Briand. D'un autre côté, il est partisan d'un État fort, c'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'une grève puisse paralyser le pays. C'est pas acceptable pour lui. Donc la solution qu'il trouve, c'est la réquisition militaire. Il envoie leur livret militaire à tous les grévistes et ils sont priés de se rendre à la caserne la plus proche le lendemain. Pari risqué, parce qu'il n'était pas certain que les cheminots obéissent, mais finalement ils l'ont fait. On n'imagine pas ça aujourd'hui, naturellement. C'était il y a un siècle, pratiquement juste en 1910. Mais le patriotisme était tel que quand on était mobilisé, fût-ce pour un motif social, on se rendait. Il est vrai que les sanctions pouvaient être graves, là, pour le coup. Quand on est mobilisé, on ne se rend pas, c'est de la désertion. Donc, même si on était pas en état de guerre, ça pouvait être puni de lourdes peines de prison. Donc, il gagne. Et à partir de là, son prestige est réel dans le pays. L'homme qui était connu devient apprécié parce qu'on sent chez lui, dans l'opinion publique, on sent la fermeté en même temps que l'esprit de conciliation. Ce sont des qualités qui ne vont pas souvent ensemble, soit les gens sont plutôt conciliants et prêts à beaucoup de compromis pour arriver à une solution, soit ils sont fermes et donc parfois brutaux et rudes. Non, Briand, c'est pas ça. Briand, c'est
temps ni l'autre droit qu'on y parviendra. Donc ça, il a très bien compris. Et ça fonctionne. Alors c'est à partir de là que Briand découvre les affaires étrangères. Parce que notre bonhomme, pas beaucoup voyagé. Moi je l'ai vu, le premier voyage de Briand, c'était à l'étranger, c'était en 1904, au congrès de l'Internationale socialiste à Amsterdam. Comme voyage à l'étranger, c'est un peu court, d'autant qu'il ne quitte pas beaucoup la salle de congrès. Donc il ne connaît pas l'étranger. Il va apprendre peu à peu à le connaître avec ses postes ministériels. J'ai oublié d'indiquer quand même qu'en 1905, il avait quitté la SFIO pour pouvoir devenir ministre. La première fois, on lui avait proposé un ministère et il est allé voir Jaurès qui lui a dit non, mais il n'a rien dit. Rien dit. Il a refusé un poste pendant quelques semaines. La deuxième fois, on lui propose, et là il ne va pas voir Jaurès. Il accepte. Et donc, il se fait exclure de la SFIO, parce que la SFIO était dans l'opposition. Mais bon, alors on a dit que Briand était quelqu'un qui n'était pas fiable dans ses idées, c'était un opportuniste, un ambitieux, un artiste. Ouais. Il quitte la SFIO en 1905, il a 45 ans, depuis l'âge de 20-22 ans, il milite dans toute la mouvance socialiste. On ne peut pas dire que ce soit par ambition qu'il quitte le Parti socialiste, qui est resté pendant très longtemps. Ce n'est pas par opportunisme non plus. Simplement, le Parti socialiste, malgré la figure de Jaurès, c'est un parti socialiste, comme je l'ai dit, dominé par les idées de Jules Guesde, un parti assez doctrinaire, et ça, Briand n'aime pas. Et puis être cantonné dans l'opposition pour ne rien faire, n'aime pas non plus. Il a le goût de l'action, il a une action à accomplir, il a été rapporteur de la loi de séparation de l'Église et de l'État, il veut pousser la loi et la mettre en œuvre, donc il quitte la SFIO. Il gardera quand même ses actions de l'humanité, parce qu'il était actionnaire de l'humanité, qui a été créé en 1905 jusqu'en 1910. Ses relations avec Jaurès vont empirer après sa rupture, elles ne vont pas être bonnes, parce que Jaurès le voudra, et Briand voudra aussi à Jaurès de l'avoir exclu du parti, alors qu'il estimait qu'il pouvait être ministre en restant dans le parti. Après tout, en 1900-1901, Mitterrand l'avait fait, donc pourquoi pas lui. Donc je reviens aux affaires étrangères. Il les découvre progressivement dans ses postes ministériels. Il voit comment ça se passe à l'époque, d'abord au moment de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Il voit qu'il faut aboutir au vote de la loi en 1905, parce que les divisions en France, qui ne sont pas une guerre civile, mais enfin, il y a un fossé profond entre la droite nationaliste et catholique et la gauche radicale, facilite le jeu de l'Allemagne. Et c'est pas un hasard si Guillaume II débarque à Tanger en 1905 pour rappeler que malgré l'accord franco-anglais de 1904, ou à cause de l'accord franco-anglais de 1904 entre Delcassé et le Premier ministre britannique, qui devient un temps cordial, il veut montrer que l'Allemagne est présente, que la France et l'Angleterre ont beau échanger leurs droits, entre guillemets, et leurs prétentions surtout, l'une sur l'Égypte et l'autre sur le Maroc, lui, il est présent et donc il vient réaffirmer l'indépendance du sultan à Tanger en 1905. Ça crée une crise internationale sérieuse, ça aboutit à la conférence d'Algésiras en 1906, où là, on est obligé, la France est obligée de reconnaître que le Maroc est un État indépendant, même si il y a une influence économique et politique prépondérante, mais ce relatif succès allemand montre bien à Briand que l'unité nationale, un État fort d'une part, l'unité nationale des Français d'autre part, est quelque chose d'utile. Ça, il l'a compris dès ce moment-là. En 1909, donc, il devient président
Conseil, et en dehors de ce que je disais sur la grève des cheminots, il a affaire aussi aux sujets internationaux, notamment à l'affaire de la Mbogo Sanga, qui est une affaire un peu compliquée. C'est une compagnie qui gérait une partie du Congo français et le gérait pas très bien. L'administrateur de cette compagnie se plaignait des ingérences allemandes venant du Cameroun voisin, qui était allemand à l'époque, et réclamait à l'État français des indemnités. Bon, c'est une affaire qui empoisonne la vie politique française. Briand, lui, se dit que c'est pas une affaire intéressante, mais ce qui est intéressant, c'est peut-être de développer une coopération avec l'Allemagne, et l'Allemagne est demandeur de cette coopération, une coopération économique avec l'Allemagne dans la région, et donc on pourrait très bien penser à créer un chemin de fer entre Douala et Pointe-Noire et exploiter en commun des ressources d'Afrique centrale. On indemnise la compagnie, on n'en parle plus. Bon, c'est l'idée de Briand, c'est l'idée des diplomates allemands à Paris. Mais Caillot, qui veut la peau de Briand et qui veut prendre sa place comme président du Conseil, fait capoter l'opération en criant au scandale, on parle des intérêts français, la chanson, c'est classique, et donc fait capoter l'opération à la Chambre et devient le président du Conseil à la place de Briand. Et il n'a qu'une hâte, naturellement, c'est d'aboutir à un accord avec les Allemands, puisqu'il a empêché Briand de le faire, c'est pour le faire lui-même. Il y parvient à l'époque dans des conditions moins bonnes. L'accord consiste à céder aux Allemands une partie du Congo français, moyennant quelques kilomètres carrés cédés par l'Allemagne à la France autour du lac Tchad, en échange de l'abandon par l'Allemagne de toute prétention sur le Maroc. Ce qui permet à la France, en 1911-1912, d'établir son protectorat sur le Maroc. Bon, mais ça s'est fait dans des conditions telles que l'Allemagne est furieuse et qu'à partir de là, les Allemands considèrent qu'il n'y a rien à faire avec la France et commencent à sérieusement renforcer leur armée. Bon, 1914 arrive la guerre. Briand, à ce moment-là, n'était pas ministre parce que les gauches l'avaient emporté. Mais c'est l'union sacrée et Briand va retrouver le portefeuille de la justice. Alors, il a un rôle qui dépasse ce cadre de la justice. Pendant les premiers mois de la guerre en 14, septembre 14, l'armée française recule et la question se pose de savoir si on abandonne Paris ou pas. Le gouvernement quitte Paris pour aller à Bordeaux, mais Briand et quelques autres, et à l'initiative de Briand, le gouvernement décide finalement, après de nombreux débats, de ne pas déclarer Paris ville ouverte et de ne pas abandonner Paris. Donc, Briand joue un rôle qui dépasse largement son rôle de ministre de la Justice. Il réfléchit aussi à la conduite de la guerre et il se dit que face aux empires centraux, à l'Allemagne, l'Autriche, à la Turquie qui les rejoint, il va falloir peut-être ouvrir un troisième front. Il y a deux fronts en 14, le front français, avec l'Allemagne qui envahit la Belgique et le Luxembourg et qui essaye d'envelopper l'armée française, le plan Schlieffen. Et puis il y a le deuxième front qui est le front russe, où le rouleau compresseur russe est censé battre l'armée allemande. Botwen, c'est l'inverse qui se produit. À Tannenberg, c'est l'armée allemande qui écrase les troupes russes. Mais bon, il y a un deuxième front. Et Briand se dit qu'il faudrait qu'il y en ait un troisième pour prendre l'Allemagne à revers. Et il n'y a pas besoin de regarder une carte longtemps. Il connaît quand même, il a beau être inculte, entre guillemets, il connaît sa géographie. Et il se dit, bon, le meilleur endroit, c'est Salonique. Ça permettra de bloquer l'Empire ottoman et ça va permettre de remonter par le Vardar et la Serbie jusqu'à Vienne et Budapest. C'est bien vu. Il est probablement l'inventeur de l'idée,
on va dire qu'il soit le seul à l'avoir eu, mais il l'a eu et il va la défendre. Il va la défendre courageusement. Après l'échec des Dardanelles, l'idée de Churchill de s'attaquer aux Turcs à l'entrée des détroits, alors que les Turcs étaient massivement armés à cet endroit-là, qu'il y avait des canons qui dominaient la mer, et l'opération des Dardanelles sera un échec sanglant et coûtera cher à Churchill pendant longtemps. Lui, il dit, bon, allez, il faut aller à Salonique. En 1915, fin 1915, Briand redevient président du Conseil. Et là, il va mener la guerre. Alors aujourd'hui, je vais dire, tout le monde s'en fout, on va complètement oublier. Mais le président du Conseil au moment de Verdun, c'était pas Clémenceau, c'était Briand. Et là, il a le même rôle que à Paris. Il y a un saillant sur la rive droite de la Meuse, un seul saillant pour l'armée française, c'est Verdun. Et les militaires disent, ce saillant, ça ne sert à rien de le défendre, on va se replier derrière la Meuse. Et Briand dit non, on ne peut pas abandonner Verdun. Verdun, c'est un symbole, c'est le partage de l'empire de Charlemagne avec la Francie à gauche, la Germanie à droite, c'est le moulin de Valmy, donc on n'abandonne pas Verdun. Et cette décision, qui est une décision politique, prise là encore contre l'avis des militaires, bon, elle va coûter cher sur le plan humain, mais ça va être un accès de fixation de l'armée allemande, et ça va être finalement une victoire française. Bon, la victoire, c'est pas militairement, il ne faut pas faire de Briand un militaire, c'est pas ça. Il y avait le sens politique des choses, et le fait que l'armée française soit restée à Verdun, et malgré des avancées et des reculs, on prend vers le Haumont, le Fort de Vaux, le Mont-Rome, etc. C'est quand même lui qui est à l'origine du maintien de l'armée française à Verdun. L'année 1916, sur le plan de la politique étrangère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire entrer la Roumanie dans la guerre. Ça va être son grand sujet en 1916. Il souhaite que la Roumanie entre dans la guerre pour, là aussi, prendre la Bulgarie à revers, avoir sur le flanc de l'Autriche-Hongrie un État combattant supplémentaire. Bon, il dépense beaucoup de son temps et de son énergie. Il y arrivera. Les Roumains ayant fait monter les enchères, comme les Italiens avant, ils doivent bien entrer dans la guerre, mais du côté du plus offrant, qui leur donne le plus de territoire. Bon, l'Italie a fini par se ranger du côté des Alliés contre les empires centraux. La Roumanie fait la même chose, malgré les accords qu'elle avait avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, malgré également le fait que le roi de Roumanie soit un Hohenzollern. Mais la reine Marie, elle était du côté, elle était une princesse anglaise, et donc ça contrebalançait un petit peu. La Roumanie entre en guerre, mais elle se fait écraser par les troupes allemandes de Falkenhayn, et ça ne sert pas à grand chose. En revanche, l'armée de Salonique est présente, et elle se maintient et elle se développe. Je passe sur les difficultés politiques avec le gouvernement grec du roi Constantin, qui tantôt penche du côté allemand, tantôt du côté allié, tantôt rappelle Venizelos comme Premier ministre qui lui veut que la Grèce soit du côté allié pour prendre aux Turcs Constantinople. Bon. Alors on a beaucoup parlé à ce moment-là des amours de Briand avec la princesse Marie Bonaparte, qui était la femme du prince Georges de Grèce, frère cadet de Constantin, en disant ah bah voilà, pourquoi il s'intéresse tellement à la Grèce, c'est parce qu'il est l'amant, en tous les cas l'ami, on ne savait pas trop s'il était l'amant à l'époque, de Marie Bonaparte. Oui, alors c'est vrai. Bon, ce qui est vrai, c'est que Briand était très lié à Marie Bonaparte. Ça s'est fait par hasard. Briand vivait depuis 1907 avec une actrice du français, Berthe Cerny, mais enfin, il a connu Marie Bonaparte en 1913, et là, sa liaison avec Cerny se fatigue un peu, et il tombe, lui, franchement,
franchement amoureux de Marie Bonaparte, qui est une femme étonnante. Bon, fille de Roland Bonaparte et donc descendant de Lucien Bonaparte, le frère de Napoléon, qui a été 18 Brumaire avant de se fâcher avec lui. Femme de grande qualité intellectuelle, mais moi qu'on puisse dire qu'il y a des problèmes psychologiques sérieux. Mais une femme d'une très grande qualité qui plus tard sera pratiquement l'introductrice de la psychanalyse en France quand elle aura découvert Freud, et c'est elle qui écrira les premiers traités français de psychanalyse. Bon, Briand tombe amoureux d'elle, elle a du mal à se donner à lui parce qu'elle est complètement frigide, mais les relations sont fortes, et donc, par elle, Briand a accès au prince de Grèce qui, sur le plan sentimental, est un être curieux, qui passe, on va dire, beaucoup de temps auprès de son oncle Waldemar de Danemark, et là, les relations sont probablement pas platoniques, mais qui fait quand même 2 enfants à sa femme, bon, c'est des choses qui arrivent, mais qui a été haut commissaire en 1898 en Crète, quand la Crète se détache de l'Empire ottoman, avant de devenir un peu plus tard un morceau de la Grèce, et qui connaît bien les milieux grecs et internationaux. Et ça aide quand même Briand à y voir clair dans cet imbroglio grec. Bon, Briand reste à son poste jusqu'en 1917, en février 17, et il a quand même un joli palmarès à son actif. Il a Verdun, je l'ai dit, il a l'entrée de la Roumanie dans la guerre, il a réussi à créer un début de commencement de commandement unique, au moins sur le plan politique et économique, avec les Alliés, entre la France, l'Angleterre, l'Italie et la Russie. Et puis, il a réussi, je dirais, à se débarrasser de Joffre, qui était général en chef inamovible des troupes françaises, bon, qui est indéniablement le vainqueur de la Marne, très bien, il n'y a aucun doute là-dessus, mais qui, après 1914, a échoué en 1915 à la course à la mer, a échoué en 1916 avec les Anglais sur la Somme, et donc on souhaiterait peut-être un autre général, mais il est inamovible compte tenu de son prestige. Donc Briand réussit à négocier, moyennant le bâton de maréchal, à le mettre à l'écart, et il le remplace par le général Nivelle. Bon, Nivelle ne va pas rester longtemps, Nivelle va être battu au chemin des Dames, et donc il sautera, et ça sera plus tard, il sera nommé général en chef de l'armée française. Briand sera parti, on est en 17, et il quitte le gouvernement. Il va être mêlé à la fin de 1917 à une tentative de paix avec l'Allemagne. Il y a plusieurs tentatives de paix à ce moment-là. Je passe sur les différentes. Il y a celle du pape Benoît XV, il y a celle de l'empereur d'Autriche Charles, qui succède en 1916 au vieux François-Joseph, qui décide quand même de mourir. Mais ces tentatives n'aboutissent pas. Et les Allemands à Bruxelles, qui occupent Bruxelles, il y a là un diplomate qui, à l'oreille de Berlin, ce diplomate était en poste à Paris, en numéro 2. En fait, en numéro 1, quand l'ambassadeur n'était pas là, c'est von der Langen, qui, en accord avec la chancellerie, se dit est-ce qu'on ne peut pas arriver à une paix blanche avec la France, ou en tous les cas à une paix qui ne soit pas trop difficile pour l'Allemagne, parce que les États-Unis sont entrés en guerre aux côtés des Alliés en avril 17, et même si la révolution russe prive les Alliés d'un allié finalement pas très précieux, mais qui peuvent donner aux Allemands un souffle nouveau grâce aux matières premières d'Ukraine, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'arriver à quelque chose qui soit une paix blanche? En tous les cas, c'est l'idée
de quelques personnes à Berlin, et Von der Lancken est chargé de trouver un interlocuteur du côté français. Bon, on ne peut pas négocier dans un premier temps directement avec le gouvernement français. On cherche quelqu'un qui a un sérieux prestige, qui soit un homme politique de premier plan, mais qui ne soit pas au pouvoir. Et donc, Von der Lancken, en liaison avec des financiers belges, la famille Copé, certains d'entre vous connaissent peut-être. J'ai parlé moi avec le fils de celui qui a négocié. Il essaye de prendre langue avec les Français. Briand accepte sur le principe, mais n'obtient pas les garanties suffisantes parce qu'il est méfiant. On ne négocie pas comme ça en temps de guerre avec l'ennemi. Et la négociation, finalement, tourne au cours, elle n'aboutit pas. On peut le regretter par certains côtés, mais je crois personnellement, je le dis dans le livre, il y a peu de chances qu'elle ait pu aboutir parce que après 3 ans de guerre, une paix blanche, c'est pas possible. Les Allemands, eux, voulaient pas céder quoi que ce soit en Alsace-Lorraine, voulaient transformer la Belgique et Luxembourg en protectorat, au mieux, et l'Autriche-Hongrie ne voulait pas trop lâcher certains de ses territoires vis-à-vis de l'Italie et ne voulait pas non plus abandonner si facilement que ça la Serbie. Donc, ça ne pouvait pas aboutir, à mon sens, et du reste, bon, ça n'a pas abouti. Arrive la fin de la guerre, 1918, 1919, le traité de Versailles. Briand n'est pour rien dans le traité de Versailles, c'est Clémenceau qui a pris le pouvoir à la fin 17, qui a mené la guerre d'une manière énergique, là-dessus il n'y a aucun doute, qui a remonté le moral des Français, il y avait des mutineries quand même en 1917, il ne faut pas oublier. Et Clémenceau, comme il dit, je fais la guerre. Il a fait la guerre, il l'a gagnée avec Foch, qui est devenu quand même en début 18, qui est devenu chef d'état-major allié. On a réussi quand même à avoir complètement un chef d'état-major allié. Bon, et cet ensemble gagne la guerre avec l'aide des troupes américaines, sans lesquelles, on a dit, les choses vont être beaucoup plus compliquées. Mais bon, la guerre est gagnée et on négocie le traité de Versailles. Quand je dis négocier, c'est un bien grand mot. Quand les Allemands parlent de diktat, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Clémenceau ne négocie pas, ou du moins il négocie avec les Américains et les Anglais, mais pas avec les Allemands. Les Allemands sont priés de venir signer, ils ne peuvent discuter de rien. Il n'y a pas eu un début de commencement de discussion sur le contenu du traité entre les Alliés et les Allemands, et Clémenceau a été le plus dur là-dessus. On peut admirer Clémenceau sur beaucoup de plans, et effectivement il est admirable. Là-dessus, pour moi, c'est une faute. Quand, en 1871, la France a perdu la guerre contre la Prusse et l'Allemagne, Bismarck a quand même négocié un peu avec l'envoyé français, qui faisait 3 fois à peu près Montpellier, il s'appelle Pouillet-Cartier, qui était ministre des Finances de Thiers. Bismarck était également un gros mangeur et un gros buveur de bière, ça a aidé les négociations, mais il y a eu une négociation, et si la France a pu garder Belfort en 1871, c'est certes parce que l'enfer Rochefort s'était bien battu et avait préservé la ville, mais c'était une partie du Haut-Rhin. Certes, on parlait plutôt français qu'allemand du côté de Belfort, mais c'est aussi parce que Pouillet-Cartier avait négocié, que Bismarck avait accepté de négocier. Il ne s'agissait pas de revenir sur les conditions essentielles du traité, mais l'absence totale de négociation, c'est une erreur, et c'est pour ça que les Allemands peuvent parler avec raison du diktat de Versailles. Sur le fond, le traité de Versailles, c'est compliqué, c'est à la fois, comme disait Jacques Bainville, quelque chose de dur et quelque chose de mou, dur pour ce qu'il a de mou, du mou pour ce qu'il a de dur. On dépaisse, dans des traités séparés, on dépaisse complètement l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman, mais on garde une Allemagne unifiée. Bon, alors on lui enlève l'Alsace-Lorraine, on lui enlève les cantons belges de Pays et d'Amélie, mais on la coupe en deux, avec le corridor de Danzig qui coupe la Prusse orientale du reste de l'Allemagne. Et puis, on lui fait subir une humiliation qui est de considérer qu'elle est la seule responsable de la guerre, ce qui est quand même faux.
simplement, la responsabilité de la guerre de 14-18, elle revient essentiellement, si on veut être large, au système des alliances contradictoires et antagonistes qu'il y avait en Europe, entre les pays centraux, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie d'un côté, et les accords franco-russo-anglais de l'autre. Sinon, de manière plus proche, on peut imputer la responsabilité première de la guerre à l'Autriche-Hongrie, qui a attaqué la Serbie après la suite de l'attentat de Sarajevo contre l'archiduc François Ferdinand. Bon, exit Clémenceau en 1920, quant à Briand, lui, va y redevenir président du Conseil en 21. Et il se retrouve face au problème de cette Allemagne qui ne veut pas payer les réparations, ou qui veut bien en payer une partie, mais faut-il déjà fixer le montant. Donc la France arrive avec la note, mais l'Angleterre aussi, la Belgique, tous les pays qui ont soit souffert de l'occupation allemande, l'occupation allemande en Belgique et au Luxembourg, je pense de la même façon, a été très dure. En France, les destructions provoquées par la guerre sont passives, donc l'addition est lourde, et on tend la note à l'Allemagne, 239 milliards de francs or, donc impossible pour l'Allemagne de payer un tel montant. Et Briand va se trouver confronté à ce choix. Soit on prend l'Allemagne au collet, comme il le dit lui-même, pour la faire payer, soit on essaie d'avoir des garanties de sécurité. Alors ce qu'il fait, oui, il y avait une heure, je suis, donc je vais aller un peu plus vite quand même. Ce qu'il fait, il se rend compte que oui, il faut faire payer l'Allemagne. L'Allemagne doit respecter ses obligations. Elle a signé, il faut qu'elle respecte ses obligations. Très bien. Mais comment on fait? Donc, on peut prendre des gages, et c'est ce qu'il fait dans les négociations avec l'Allemagne. Quand l'Allemagne dit non, on ne peut pas payer, lui, il dit c'est ça, on envoie les troupes françaises et on occupe non seulement la rive gauche du Rhin, comme c'est prévu dans le traité de Versailles, mais on occupe la rive droite, et on envoie des troupes occuper Francfort, ce qu'il fait, la porteur du fer. Ça fait céder un peu les Allemands, mais il se rend compte que le problème ne sera pas résolu comme ça. Le problème de la France, il est double. Et les deux termes sont contradictoires. Soit on veut de l'argent de la part des Allemands, des réparations, soit on veut la sécurité. Si on veut la sécurité, il faut une Allemagne faible, mais si l'Allemagne est faible, politiquement, économiquement, elle ne pourra pas payer. Si on veut qu'elle paye, il faut une Allemagne un peu plus solide, c'est la thèse des Anglais d'ailleurs, et donc il faut choisir un peu entre les deux. Mais on ne peut pas dire ça comme ça. L'opinion française, qui, marquée par les souffrances de la guerre, dit l'Allemagne paiera. Voilà. L'Allemagne paiera. Ouais. Je ne sais pas comment, c'est pas quoi, mais l'Allemagne paiera. Donc on voit Briand qui réfléchit et qui se dit, bon, d'abord il faut assurer la sécurité de la France. Parce que l'Allemagne, elle n'a pas été détruite le moins du monde, il n'y a pas eu un soldat allemand en Allemagne, il n'y a pas eu de guerre en Allemagne. Les troupes allemandes sont rentrées en Allemagne fanfare en tête, avec la théorie du coup de poignard dans le dos. L'industrie allemande est intacte. Donc l'Allemagne, qui fait ses 70 millions d'habitants contre les 38-40 de la France, ça reste une très grande puissance, et donc demain, elle peut à nouveau attaquer la France, et la France n'est pas en sécurité. Elle est d'autant moins en sécurité, la France, que le traité de Versailles avait prévu, pour la défendre, une garantie anglo-américaine pour défendre la France si la France était attaquée par l'Allemagne. Bravo. Clémenceau avait obtenu ça dans le traité de Versailles. C'est bien. Briand a pas obtenu plus là-dessus. C'est bien, sauf qu'en 1920, le Congrès américain refuse la signature du traité de Versailles, exige la garantie américaine, et si pas garantie américaine, pas garantie anglaise. Les deux étaient libres. La France se retrouve seule face à l'Allemagne. Donc Briand dit, moi ce que je vais, enfin il pense, moi ce que je vais faire, c'est d'abord d'obtenir au minimum une garantie anglaise, une garantie britannique, de manière à assurer la sécurité de la France,
l'Angleterre apportant sa puissance navale, son corps expéditionnaire, les Dominions qui sont derrière, et les réparations. À partir de là, on peut discuter du montant. Il est sur le point, en début 1922 à Cannes, d'aboutir à un accord avec les Anglais. Lloyd George, qui est Premier ministre depuis 1917, 1916, accepte le point de vue français. Il est prêt à donner à la France une garantie, un accord de 10 ans. Mais à Paris, Mitterrand, devenu président de la République, et la droite refuse d'abord les réparations. Les traités, ce sont des chiffons de papier, comme aurait dit Guillaume II, mais pas très loin. Donc ce qu'il nous faut, c'est d'abord de l'argent pour reconstruire la France. Là-dessus, Briand tombe. Il n'est pas renversé, il préfère démissionner plutôt que d'être renversé. Et donc, il n'y a pas de traité avec l'Angleterre, il n'y a pas de garantie anglaise. Bon, très bien. Mais les Allemands, ils ne sont pas en état de payer, de toute façon. Donc, on n'a ni sécurité, ni paiement par l'Allemagne. Alors, Poincaré, qui redevient, qui succède à Briand en 1922, estime que le seul moyen, c'est d'aller occuper la Ruhr. Il va occuper la Ruhr, très bien, il occupe la Ruhr, la France occupe la Ruhr pendant plus d'1 an, dans des conditions très difficiles. Il y a des morts, il y a des sabotages allemands, il y a des déraillements de train causés par les nationalistes allemands, il y a un putsch à Munich organisé par Ludendorff, un agitateur, un certain Hitler, il y a une inflation où le dollar finit par valoir 4000 milliards de marques, donc l'Allemagne est à genoux. Et pourtant, la politique de Poincaré en occupant la Ruhr ne mène à rien, tout simplement parce que les Anglo-Américains ne sont pas sur cette ligne-là, et que pour eux, ce qui compte, c'est d'avoir une Allemagne en bonne santé économique pour les Américains, et même pour les Anglais, avec qui on puisse faire des affaires, du business, du commerce, et pour les Anglais, d'avoir une puissance capable de contrebalancer l'influence française. Comme les finances françaises ne sont pas en très bon état et qu'il faut les demander de l'argent aux banques anglo-américaines, surtout américaines, eh bien Poincaré obtient des prêts, mais en même temps il signe des équations et il laisse tomber la politique de fermeté sur la Ruhr, et la France, en échange d'un plan qui sera le plan Dawes, du nom d'un général américain qui a négocié ça, obtient quelques garanties sur les réparations, mais est obligé d'évacuer la Ruhr, et finalement, on ne fait pas grand-chose, c'est un échec. 1924-25, la gauche revient au pouvoir avec le cartel des gauches. Briand s'est joint à ce cartel et va redevenir ministre des Affaires étrangères. Il va d'abord être délégué de la France, un des délégués de la France à la SDN. Et là, c'est difficile à dire, soit par calcul, par calcul chez Briand psychologiquement, c'est quelqu'un de compliqué, soit de manière sincère, il s'aperçoit que la SDN, ça peut être un outil. Jusqu'à présent, ils n'en étaient pas beaucoup occupés, sauf quand il en avait besoin. Et là, il s'aperçoit qu'on peut jouer éventuellement là-dessus, parce que Genève, il y a une atmosphère, et cette SDN, elle existe, même si les États-Unis n'en font pas partie, même si la Russie n'est pas admise, ni les vaincus de 1918, mais bon, c'est peut-être un instrument. Et quand il redevient ministre des Affaires étrangères en 25, il va s'en servir. Après une tentative de pacte général d'arbitrage qui échoue à cause des Anglais, c'est une idée d'Herriot que Briand avait reprise, il réfléchit à une proposition allemande du ministre allemand des Affaires étrangères, qui est Gustav Stresemann. Alors, c'est pas un enfant de cœur, Stresemann, c'est pas un pacifiste, quoi que ce soit, c'est un nationaliste allemand. C'est un nationaliste allemand qui a compris que pour reconstruire l'Allemagne, il faudra du temps. Et puis, l'Allemagne est en état de faire la guerre à qui que ce soit, alors ça ne sert à rien de s'enfermer dans une attitude cracheuse, de refuser tout ce qu'on propose. C'est pas comme ça qu'on reconstruira le pays, qu'on redonnera sa place sur la scène internationale. Donc, Stresemann a une idée.
que Briand saisit au vol, qui est de dire, bon, il va y avoir une garantie réciproque sur les frontières du traité de Versailles à l'ouest. L'Allemagne accepte de reconnaître la perte de l'Alsace-Lorraine, la perte des cantons de Pays de la Médie pour la Belgique. Elle accepte ça. Elle accepte qu'il y ait une garantie, et elle est des deux côtés en fait, la garantie d'ailleurs, britannique et italienne sur les frontières franco-allemandes. Donc ça, pour la France, c'est un succès. En revanche, l'Allemagne n'accepte pas d'avoir la même reconnaissance de ses frontières à l'Est. Les Allemands, et je trouve en tête, se disent il faudra qu'on trouve une solution à terme avec la Pologne notamment pour que Danzig redevienne une île allemande et qu'on ne coupe pas le territoire allemand en deux. Donc ils acceptent au maximum de ce côté-là des accords d'arbitrage en cas de difficulté, mais ils ne veulent pas aller au fond. Tout ça donnera les accords de Locarno de 1925, qui sont des accords signés par toutes les puissances européennes et qui vont entraîner une mécanique positive sur le plan des relations internationales. La France voit ses frontières garanties, l'Allemagne rentre dans le concert des nations, et en 1926, elle est admise à la SDN, elle entre au conseil de la SDN. Elle retrouve sa place de grande puissance. Alors tout ça ne se fait pas nécessairement dans la joie et la bonne humeur. Du côté français, les grincheux disent les réparations, les réparations. Du côté allemand, les nationalistes crient à l'abandon et à la traîtrise. Stresemann vendu à la France, aux Juifs, tout ce qu'on veut. Bon, mais on a trouvé là pour l'Europe, dans le cadre du traité de Versailles, un système qui garantisse la paix. Ça fonctionne. Ça fonctionne et Briand, là, voit son prestige au sommet. Au moment de l'entrée en 1926 de l'Allemagne à la Société des Nations, c'est son célèbre discours, arrière les fusils, les mitrailleuses, les canons, etc. Et là, on s'imagine que vraiment, la guerre de 14-18 sera la guerre des terres et que la paix est assurée pour des générations. Bon. Briand poursuit sur sa lancée avec le pacte Briand-Kellogg en 1928, où on signe une grande déclaration, où on met la guerre hors la loi. C'est d'abord une idée de pacte franco-américain, et finalement, toute la planète, à part quelques États, signe, l'URSS signera d'ailleurs. Bon, très bien. Enfin là, on est dans des déclarations creuses. Briand le sait, mais ça n'a pas d'importance pour lui. Ce qui compte, c'est de lancer une mécanique de paix. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit naïf. Hein. Il refuse toutes les concessions que lui lance Stresemann, notamment l'évacuation progressive de la Rhénanie avant terme. La Rhénanie est occupée par les troupes françaises après le traité de Versailles, et il y a 3 zones qui doivent être évacuées. La dernière en 1935, la zone sud, celle de Mayence. Briand refuse d'évacuer avant terme les zones de la Rhénanie. Il faut bien voir l'état d'esprit de l'époque. Hein, l'état d'esprit de l'époque, même en Allemagne d'ailleurs, dans beaucoup de cas, mais surtout en France, était marqué par le pacifisme, plus jamais ça, la guerre des terres, et les gens de gauche les plus hostiles à Hitler, à partir de 1933, ne veulent pas la guerre. La guerre, c'est la pire des choses, il vaut mieux, comme on dira plus tard, pour certains, être rouge que mort. Là, c'est pas rouge, mais c'est brun. C'est-à-dire que la droite préférera Hitler au Front populaire et la gauche préférera tout à la guerre. Bon. Et on verra ceux qui ont soutenu Briand dans ces tentatives se partager entre les différents camps. On verra à droite, pendant la guerre, des gens qui étaient briandistes, c'est le cas de Laval, c'est le cas de François Luchaire, c'est le cas de Marion, qui a été ministre de l'information sous Pétain, rejoindre donc la collaboration en disant, mais Briand disait, il faut trouver une solution avec l'Allemagne, il faut être en paix avec l'Allemagne.
Oui, Briand disait qu'il fallait la paix de guerre et à l'échec, finalement, de la politique de Carnot et à cette tentative de faire vivre ce traité un peu boiteux qui est le traité de Versailles. Donc on l'oublie, on s'en rappelle vaguement un peu au moment de la construction de l'Europe. La tentative faite par Metternich ici à Luxembourg en 1926 de mettre d'accord les sidérurgistes français, belges, luxembourgeois et allemands pour fixer des quotas et empêcher les entreprises sidérurgiques de sombrer, c'est l'ancêtre de la CECA. Bon, aujourd'hui, ça serait considéré comme un cartel anti-économique et anti-concurrentiel, certainement condamné par la Commission de Bruxelles aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le seul moyen de sauver effectivement la sidérurgie des 4 pays. Et l'idée, c'est la préfiguration de la CECA de 1950. Donc, Briand, on l'oublie un petit peu, jusqu'au moment où on s'aperçoit que finalement, à partir de 1989, sa politique était sans doute la seule possible dans un monde multipolaire. Après 1989 et l'écroulement du mur de Berlin et la disparition de l'URSS, on passe d'un monde bipolaire d'après-guerre à un monde multipolaire. Et ce monde multipolaire, bon, il est plus large que le monde multipolaire de l'entre-deux-guerres, mais c'est la même chose. Et on s'aperçoit qu'il faut naviguer entre à la fois une organisation internationale qui, dans certains cas, fonctionne. Après tout, elle a fonctionné en Irak en 1990-91 pour la première guerre d'Irak. Elle a fonctionné au moment de la Libye, il y a 1 an et demi. L'ONU, ça existe et ça fonctionne, plus ou moins bien. Et quand ça ne fonctionne pas, d'autres, ça fonctionne mieux. Bon. Et puis, les relations entre États, comment on fait pour établir la paix entre de multiples États aux intérêts contradictoires? Ben là, l'expérience de Briand se révèle utile, et certains de nos ministres des Affaires étrangères, M. l'ambassadeur, se réfèrent souvent à Briand, qui, comme vous me le rappeliez tout à l'heure, à sa plaque sur la grille du 37 quai d'Orsay, une plaque noire, les gens ne la voient pas d'ailleurs souvent parce qu'elle est noire, et ils ne voient pas très bien ce qu'elle représente. Bon, un hommage à Briand, avec une femme pleurée, pour la paix, et la politique de Briand, finalement, se révèle beaucoup mieux adaptée à l'époque actuelle qu'à l'époque 45-89, qui était l'époque de la bipolarisation entre les États-Unis et l'URSS et l'Europe qui faisait ce qu'elle pouvait au milieu, même si ça a été un de ses facteurs d'unification. Donc les leçons de Briand, essayant de faire vivre, en défendant au mieux les intérêts de la France, essayant de faire vivre une paix fondée sur un traité certes boiteux, mais quel est le traité qui n'est pas boiteux finalement, je crois qu'aujourd'hui ça a encore du sens, et nos ministres des Affaires étrangères, qu'il s'agisse du Védrine ou d'Alain Juppé, quand ils en parlent, ont toujours une référence admirative à Briand. Donc, on est à 80 ans de sa mort, c'est le 150e anniversaire de sa naissance, c'est pas si mal que 80 ans après sa mort, les ministres des Affaires étrangères continuent à se référer à lui. Merci.